Salut les amis! Eh ben, c'était bien le live de... C'était quand déjà? Mercredi, non? Alors certains d'entre vous, là, je lis les commentaires au fur et à mesure, me disent qu'on n'est pas allé au bout des choses, tout ça. Non, vous avez raison, mais c'était un petit live, tranquille, sympa. Le but, c'était pas non plus d'être complet ou autre, c'était une sorte de bar, quoi. Voilà, et puis n'hésitez pas à monter, ceux qui montent, juste faites attention au casque que vous utilisez pour avoir un bon son. Parce qu'ensuite, quand les gens écoutent, bah, vous savez que l'audio est important. Alors, on va pas parler du live de mercredi qui vient de passer. Je peux éventuellement vous dire que mercredi prochain, bah, on aura l'ami Pascal qui est passé un coup de vent. Alors, je l'ai eu là. On va faire un live mercredi ensemble. Donc, si tu as envie, tu te mets en mode veille mercredi entre 20h45 21h. J'ai pas encore la confirmation de l'heure, hein. Pour moi, ça sera 21h en principe. Donc, on aura le plaisir d'avoir Pascal. Et puis ensuite, s'il y a des gens que je connais surtout qui veulent monter, on fera monter, etc., etc. Puis on renouvellera l'expérience. Voilà pour le live. Et c'est des lives où, voilà, c'est un live mi-invité, vous êtes tous invités. Comme ça, on aura l'occasion un petit peu d'avoir d'autres avis, surtout, hein. On va badiner. Voilà. Mais le but, là, il n'est pas de parler de live, il est surtout de parler de géopolitique. Et alors, on va vous mettre une carte et on va parler de la Libye. Je vais juste mettre la carte. Je vous demande un instant, s'il vous plaît. Ouais, il y a plein de trucs à dire en Libye. Puis il y a l'incident du Sirkin, le bateau turc, le cargo turc, hein, sous pavillon vénézuélien. Non, tanzanien, excusez-moi. Je suis en train de faire deux choses en même temps. Voilà pourquoi j'ai un moment d'hésitation. Donc, ce cargo turc sous pavillon tanzanien qui devait tour à tour être contrôlé par une frégate grecque, le Spezai, je crois, hein, ou le Spezai, et ensuite une frégate française. Ça a donné lieu à un incident, donc on va en parler. Bien sûr qu'on va en parler. On parle de tout ici. Et on est honnête ici. On dit pas, on n'est pas dans la démagogie. On n'est pas en recherche d'abonnés coûte que coûte ici. On dit les vraies choses. C'est ça le respect. Quand on parle d'un pays ou d'un État et qu'on met le doigt sur des faiblesses, hein, il faut accepter le jeu. Et là, je parle pas aux Turcs là. Tout le monde, je parle à tout le monde là. Il faut accepter le jeu parce qu'en général, les Turcs jouent bien le jeu. Il y a beaucoup de Turcs qui arrivent, qui me mettent je vous flatte pas non plus, qui me mettent des explications et qui m'amènent à penser. C'est d'ailleurs l'un d'entre vous qui m'a amené à reconsidérer ma position en Libye parce que tu as raison. Et ici, voilà, comme je l'ai dit en démarrant là, la digression, on dit les choses telles qu'on les pense. Justement, il n'y a pas de camp forcément. Et je pense que la Turquie, en tout cas sur la position qu'elle a actuellement sur le GNA, c'est pas la position la plus fautive. L'idéal aurait été qu'il n'y ait pas de troupes. Mais en fait, la Turquie, depuis décembre, a fait bouger les lignes. Et maintenant, ceux qui ne voulaient pas d'un cessez-le-feu officieusement, maintenant veulent un cessez-le-feu. Vous avez la carte. Allez, je vous la mets. Comme tu peux le voir, ne te laisse pas avoir quant aux superficies. Il y a pas mal de montagnes et de déserts et de trucs pelés qui servent à rien. Pour regarder ce genre de carte qui est très mal faite, hein. Franchement, South France, il faut arrêter de faire des cartes n'importe quoi. Tu sais, non, mais ils mettent des bandeaux plus gros que la carte, donc tu ne peux pas voir la carte. Les parties intéressantes de la carte, c'est-à-dire ben, là où il y a marqué de Helena Declared No Fly Zone, voilà, déjà pourquoi tu le mets là au milieu d'une carte? Il faut. Ouais, non, mais je m'excuse, je constate comme vous, mais j'ai envie de dire, c'est vrai, c'est stupide, quoi. Ou alors, mets pas de carte ou mets en bas, quoi. Voilà, c'est surtout pour dire des trucs aussi cons, quoi. Je veux dire, on le sait, ça. Non, mais je veux dire, c'est pas l'info de l'année, mais mets-le en bas. Deux civils ont été blessés, résultat de l'explosion d'une mine à Sidra. Et vu que dans le coin, il doit y avoir une mine tous les 3 mètres, à la limite, on est dans le fait divers. Pourquoi tu le mets là? On peut pas voir la suite. Et la suite est intéressante parce que tu as Ras Lanouf, Ras Latouf, Ras ce que tu veux. Et tu as tous les endroits intéressants pour observer une carte. Les endroits où il y a du pétrole. Et la carte de la Libye, elle doit s'apprécier comme ça. Ce qui compte, c'est la petite bande qui part de là. Je regarde si on me voit. Ouais, super. Hein, je vais faire le chef d'état-major un peu. Chef d'état-major de la Blancarde. La route côtière. Et les endroits où il y a du pétrole et des aéroports. C'est là où ça se joue. Hein, regarde, là en bleu, hein, ils ne se sont pas emmerdés à aller dans les montagnes faire du trekking. Non, qu'est-ce qu'ils gardent? Ils gardent la route et là où il y a du pétrole. Donc, depuis décembre, les Turcs ont fait bouger les lignes. Oui, vous avez raison, le GNA est reconnu officiellement par le droit international. Oui, comme tout gouvernement reconnu internationalement et dans la légalité, il a le droit de faire appel à des alliés.
Non, c'est vrai, c'est imparable juridiquement. Oui, ceux qui critiquent l'entrée de la Turquie, c'est les faux culs qui, eux, livrent des armes par derrière à Haftar qui est illégitime totalement. Donc quelque part, ce que fait Erdogan là-bas, il est allé les contrer, puis en fait, il est en train de... Je suis ni pour ni contre Erdogan, ni pour ni contre les Turcs, je suis pour les gens de bien, hein. Je le dis là, je vous donne mon avis. Hein, on va faire... voilà, non, je suis pas en train de faire de la lèche ou quoi que ce soit, hein. Non, parce que c'est assez primaire des fois sur YouTube, comment les gens comprennent les choses. Je suis en train de dire le droit. Et je me sers des faits. Les faits sont simples. En 2019, le GNA, en début 2019, le GNA, les amis d'Haftar, avaient convenu de négocier en mai 2019 pour trouver une solution qui était éventuellement, et ça c'est voulu par tous, un gouvernement d'union nationale qui dirige la Libye et qui remet dans l'ordre de la marche ce pays qui a été détruit, je vous rappelle, par Sarkozy, qu'on ne me dise pas que Sarkozy il est arrivé pour aider, il est arrivé pour aider les gens que maintenant la France veut virer. Il a détruit le pays, il est parti. Excuse-moi, et ça on va l'aborder. Je ne suis pas géopoliticien de métier, mais quand tu arrives à mettre tes rivaux et tes ennemis au sud de l'Europe et quand tu as fait sauter un à un tous les verrous qui protégeaient l'Europe, il faut se poser des questions quand même sur ta légitimité. On va y venir. Je vais prendre mon temps. Parce que là, la vidéo, c'est ça va péter, mais je sais pas où. Là, il y a 7 gros fronts là. Moyen-Orient, Moyen-Orient élargi. Là, on va dire que c'est le Moyen-Orient élargi, c'est la vision américaine. Je vous rappelle que la vision américaine du Moyen-Orient, elle va jusqu'à Casablanca. Voilà. Pour eux, c'est le Moyen-Orient aussi. C'est pas stupide, hein, puisque ils ont une vision qui est moins cartographique et beaucoup plus culturelle. Et c'est pas faux. On peut le voir aussi comme ça. Il y a des connexions entre le Maroc, l'Algérie et le Moyen-Orient. Il y a des influences, ne serait-ce que la guerre en Libye, qui les affectent. Ça arrange personne, ça arrange aucun État. C'était des États qui avant étaient préservés, entre guillemets, dans la mesure où c'était le deuxième verrou, le premier étant la Méditerranée, qui protégeait l'Europe des migrations subsahariennes. Ouais, Sarkozy, et surtout, comment il s'appelle? C'est marrant, hein, Bernard-Henri Lévy, c'est le type qui nous a entraînés là-dedans. On est en train de perdre, mais grave. Grave de chez grave de chez grave. Excuse-moi de parler comme ça, mais on est en train de se faire enfiler, mais grave. Et nous, on parle de statut. Ouais, Colbert, il était méchant. Tu te rappelles, Napoléon? C'est un salaud, c'est un raciste. Pendant la campagne de Russie, il mangeait pas bio. Allez, on va déboulonner sa statue. Et Louis XIV, c'était quoi? C'était un transgenre ou c'était un anti-transgenre parce qu'il mettait des perruques Voilà, nous on est dans ce genre de débat et dans le débat blanc et noir, black et arabe, arabe et tchétchène, voilà. C'est bizarre quand même, hein, ça revient tout le temps. Je dis pas, j'ai pas dit c'est fait, c'est organisé machin, mais dès qu'il y a des choses à cacher, dès qu'il y a des choses importantes qui se passent, c'est bizarre. Dans la presse, il y a plein de polémiques à 2 balles où on oppose les gens les uns contre les autres. Et puis bon, ils aiment bien apparemment, parce qu'ils font ça à chaque fois. Donc si tu veux déboulonner une statue et passer pour un con, tu peux y aller, là, de suite. Nous, on va continuer sur la géopolitique. Et ce qui se passe réellement, c'est-à-dire, tu as le choix, hein, des missiles de croisière turcs dans ton fion, même si tu es à Lyon, ou des missiles de croisière Iskander russes dans ton fion. Merci BHL. BHL, qui, je le rappelle, se passe son temps à se revendiquer. Alors, excusez-moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé d'Israël, mais là, je vais évoquer Israël indirectement. BHL qui passe son temps à dire c'est bon pour Israël, et quand tu vois le Rav Ron Shaya qui dit qu'il faut que Edom, l'Europe, s'écroule, et que ce soit Ishmaël qui l'écroule, pour que le Mashiach arrive, tu te dis peut-être que l'un dans l'autre, ils sont allés détruire les verrous. Et quand en troisième lieu, tu vois que tu as des types comme ça qui se disent français, qui vont détruire, ou européens, qui vont détruire ce qui protège l'Europe, tu fais vite le lien, tu te dis attends, il y a peut-être un plan et que peut-être tout est lié. Mais bon, il paraît que c'est complotiste maintenant. Enfin, en géopolitique, en tout cas, les gens se poseraient des questions sur BHL et Sarkozy, pour qui ils travaillent. Et c'est pas de la haute trahison, là, c'est du doigt dans le fion. Ouais, bah oui, bah si, vas-y. Et puis toi, t'es là, ouais, les statues. George Floyd. Ouais, Nantes. Ouais, ouais, je remarque quand même que le type à Nantes qui est tombé dans l'eau, on a moins manifesté pour lui, alors que bah, peut-être parce qu'il était animateur périscolaire. Enfin, je dis ça comme ça sans vouloir taquiner, mais non, nous, on va manifester pour un Américain qui, excuse-moi, pour moi, c'est tous des Américains. C'est une histoire d'Américains. Et quand ils vont en Irak, ils sont Américains. Quand ils vont détruire en Irak, ils sont tous Américains. Ils ont toutes les couleurs aussi, hein. D'un coup, tu as des Indiens américains, des Blacks américains, des Blancs américains. Ils s'y retrouvent là. Voilà. Alors que bon, bref. Bref, revenons à nos moutons. Ça exclut pas que
On n'a pas à tuer des gens lorsqu'on est chargé de les arrêter. C'est pas ce que je dis, mais allez voir mercredi, allez voir le live de mercredi, vous verrez ce qu'on dit là-dessus. Et que je trouve que ça manque de nuances et que moi je veux pas rentrer dans un débat binaire à la con et j'ai pas envie de voir déboulonner la statue du général de Gaulle ou de Napoléon. Les mecs qui font ça, excuse-moi, c'est l'histoire pour les débiles ou quoi? Non mais si, en fonction de l'ère du moment, tu vas aller détruire ton histoire. Écoute, non, tiens, je vais arrêter là. Je vais juste te dire un truc. Tu es blanc et européen et tu veux détruire les statues, les statues qui représentent ton histoire. Comment dire? Et après, tu t'étonnes que personne dans le monde te respecte. Mes ancêtres, ils respectaient tes ancêtres parce que tes ancêtres, ils avaient des grosses couilles. Ils avaient des armures, ils se tapaient comme des bonhommes. Tu comprends ce que je veux dire? Tes ancêtres, ils étaient beaucoup plus casse-couilles que toi, qui est gentil, mais ils avaient des burnes. Donc tu te tapais avec eux, tu gagnais, ils gagnaient, tu gagnais, ils gagnaient, mais il y avait une sorte de respect. Tu te disais, bon, voilà, en face ancien, on a du répondant, c'est bien, tu sais, ça t'inspire. Ça t'inspire l'écoute, ça t'inspire pas le non-respect. Et tes ancêtres, là, ils te regardent, ils ont honte de toi. Et je pense que mes ancêtres, même en te regardant, ils doivent se dire, mais c'est quoi ces fiottes? Et je rappelle que fiotte n'est pas une injure homosexuelle, je vise aucune orientation sexuelle, je parle de gens qui se font des tatouages au mollet de Maori et se comportent comme des pucelles de gauche. Tu veux détruire ton histoire? Est-ce que ça va améliorer le sort des minorités? Voilà, le véritable racisme, il est surtout social. Et voilà, quand tu es pauvre, t'inquiète. Hein, le racisme, tu le prends sous tous les angles. Hein. Le racisme, il est social avant tout. Revenons à la Libye, revenons à la Turquie, revenons à nos moutons. Mais on était parti de là, c'est important cette digression, dans la mesure où, pendant que BHL, pendant que la télé nous sort des histoires à la con, nous, on oublie l'essentiel. C'est que sur un plan géopolitique, il y a un truc qui est en train de se faire qui ne s'est jamais vu. Depuis, allez, depuis le Big Bang, on n'a pas vu ça. Non, j'exagère. Non, j'exagère, il suffit de remonter un petit peu et tu retrouves les Turcs en Méditerranée occidentale. Hein, jusqu'à la bataille de Lépante, je crois. Et puis après, bon, ils ont perdu leur pirogue. Euh, Là, le GNA, gouvernement officiel, était là, avait la moitié du pays, représentait des gens, hein, il y avait du peuple derrière quand même. Hein. Sur l'Instagram, il y a du monde. Hein. Non, je rigole. En face, il y avait Haftar, je ne sais pas d'où on l'a sorti. Depuis le début, je vous dis, deuxième digression, je vous dis depuis le départ que ce mec-là, c'est une burne. Non, mais on peut peur des mots, c'est vendredi, tout est permis. Hein, comme dirait Teddy, c'est une burne ce mec, je vous le dis depuis un an. Alors si les gens voient pas que c'est une burne, c'est que voilà, moi je te rappelle que je fais des vidéos YouTube, gars, et je le vois déjà, je te l'annonce à l'avance. Je vous ai dit que lui et Guedo c'était des burnes. C'est marrant, ils se sont tous les deux autoproclamés quelque chose. Guedo a fini là dans un backroom à l'ambassade de France. Pourquoi les USA ne l'ont pas ramené? Je vous ai dit dans la vidéo Silvercorp, non mais tu vas voir que je suis pas en train de me faire mousser, tu vas comprendre. Laisse-moi finir. Dans la vidéo Silvercorp, je vous ai dit que les Américains étaient en train de changer. C'est un pays schizophrène, parce que d'un côté, tu as le Congrès qui fait des trucs, et de l'autre côté, tu as Trump. Trump est en train de discuter avec Maduro, c'est en train de sortir dans la presse. Je vous ai dit que dans les Caraïbes, c'était de l'agitation. Je vous ai dit que c'est les Américains qui ont fait foirer le faux coup d'État, et qu'ils veulent plus de Guaido, et qu'ils sont en train de s'en débarrasser doucement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de s'en débarrasser doucement. Si Guaido était soutenu par les USA, je te l'ai dit, ça, il y a 3 mois. S'il était soutenu, il serait à l'ambassade des USA. Ils ont récupéré le général Chapi Chapeau, là, je ne sais plus comment il s'appelle, à Alcatraz maintenant, hein, en prison. Quoique non, je ne pense pas qu'ils soient en prison et tout. Mais ils ont viré Guaido parce qu'ils se sont dit c'est un énorme bras cassé. Et en ce moment, la droite vénézuélienne discute depuis un certain temps déjà. Mais elle discute avec Maduro, Maduro discute avec elle, et les USA disent discuter, discuter. Et apparemment, c'est bien chaud, parce que maintenant, c'est Trump. En même temps, Trump est en train de rendre aussi des coups au Congrès en disant que finalement, s'il y avait moyen de discuter avec Maduro, il discute. Hein. Même s'il balance encore des conneries, voilà, Guaido, il est où? Bah, Haftar, je t'ai dit qu'ils allaient s'en débarrasser, ils vont s'en débarrasser. Parce que c'est une burne. En 2019, il devait y avoir négociation. Haftar, il se fait conseiller par qui? La Russie, la France, les régimes, pas les peuples. On est d'accord, je suis français, je ne me sens pas représenté par ce gouvernement. C'est des gens quand même qui ont livré de l'armement à un chef de guerre bidon. Et qui lui ont dit non, fais semblant de négocier devant l'OTAN, mais on veut que ça soit toi. Les services français sont là-bas. Ils ont misé sur un loser. C'est ça qui est le plus grave, c'est pas le fait qu'il soit illégitime, c'est que ce soit un loser. Ils se sont mis avec les Égyptiens, les Russes, Et après, t'as Macron qui vient parler d'Erdogan comme une bouche de vieille. C'est qui a commencé? Qui c'est qui livrait des missiles Javelin à Haftar? Ils lui ont dit non, non, tu négocies pas. Toi, tu fonces en avril, tu fais le blitzkrieg, tu te la joues Rommel à l'envers. Voilà, une sorte de Rommel avec une tête de marchand de lapin. Et tu attaques.
Et comme en face, les gars, ils étaient occupés à leur petit trafic, leur petite saloperie aussi, hein, parce que bon, je pense qu'il n'y en a pas un qui est net dans cette affaire. Ils n'ont pas vu venir le truc. Le gars, il s'est retrouvé en 2 coups de cuillère à peau, dans une sorte de blitzkrieg. Il s'est retrouvé quasiment dans le jardin de Serraj, au milieu de Tripoli. Et là, les Turcs se sont dit, on est en train de se faire enfler. Et ils sont rentrés dans la partie, parce qu'ils jouent aussi leurs intérêts. Ce que je veux te dire, c'est que les Turcs, ils sont pas plus crado que les autres. Tout le monde joue ses affaires. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui sont de sacrés faux culs. Donc, depuis, le gars, il t'a envoyé, officiellement, il n'a pas envoyé de troupes turques. Moi, je te dis qu'il y a des troupes turques, il y a des forces spéciales, c'est normal. Il y a des conseillers, il y a des gens, il y a même des morts. Il a envoyé du matos, il a envoyé des frégates, il a tout envoyé, sa vieille, sa mère, sa belle-mère, il a tout envoyé, le gars. Et tout. Résultat, ils ont récupéré du terrain, on en est là. On en est là, et ils ont tellement récupéré de terrain. Alors, tu vas me dire, ouais, ça va, c'est un peu vert, mais pas trop. T'inquiète, t'inquiète. Ils ont récupéré tout ce qui était utile à récupérer. Il y a surtout un mouvement qui part à Sirte et qui va à Joufra, là. Et s'il n'avait pas mis son bandeau, l'autre con, on aurait pu mieux voir. Puisque là, ma démonstration, elle est gênée par les 2 bandeaux. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le GNA dénonce, ouais, mais pas. Enfin bref, pardon. Regarde, la technique de la pince. Le but, c'est de couper là, Griffa, Joufra, Sirte. Donc si tu coupes au milieu là, déjà tu fais reculer ceux-là, hein, sinon ils vont se retrouver là. Ouais, je te fais un cours rapide. Ce qui est intéressant là, c'est les routes, hein, parce qu'il faut déplacer des troupes, des chars, tout ça, et ça va mieux sur des routes. Véhicules blindés, tout ça. Et il faut des aérodromes. Donc, il y a le reflux, la Reconquista, à la version libyenne, hein, et là tout le monde a vu qu'Haftar était une burne. Donc maintenant, on est à 2 doigts d'une guerre, puisque les Égyptiens ont dit si vous attaquez Sirte, c'est la ligne rouge. Et si la ligne rouge, c'est Sirte et Joufra. Bah ouais, c'est tout ce qui protège. C'est le verrou aux infrastructures pétrolières qui permettent l'argent, qui permettent le nerf de la guerre. Et je te rappelle que la Russie et la France se battent pour récupérer des contrats là, hein. C'est pas pour aider le peuple libyen. Les Égyptiens, c'est pour protéger leurs frontières et c'est pour pas avoir les frères musulmans que représentent Erdogan et le GNA à leurs portes. C'est de la géopolitique. L'Algérie ne veut pas non plus, je veux personne à ses portes, elle veut que des Libyens. Donc là, elle est dans l'affaire, mais elle est en coulisses en diplomatique. Elle est en train d'essayer de réunir le GNA et Haftar, mais elle passe pas par Haftar qui est un gros connard. Elle passe par l'Égypte, elle passe par ses relais. Le but, c'est de trouver un gouvernement d'union nationale. Et donc, depuis, donc branlé sur branlé, on a vu l'apparition d'un nouveau concept. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des avions pour faire des attaques au sol et détruire, faire du CID contre des pantsir, on utilise des drones lents, pas chers, mais efficaces, avec un système, le système Coral, qui brouille et on attaque, surtout que là, il faut voir qu'il n'y a pas de défense antiaérienne intégrée. Là, le problème, c'est moins le Pantsir que ceux qui le servent. La moitié des Pantsir étaient seuls, en rechargement, ou ne fonctionnaient pas. Les gars qui le gèrent, c'est des Libyens, excuse-moi, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Non, ben ouais, t'es Libyen, je sais, tu vas m'écrire, tu vas m'insulter, tu vas dire que l'Algérie est un pays à une poubelle à ciel ouvert, vas-y, il n'y a pas de problème, je ferai passer ton poste, mais c'est une réalité, quoi. Enfin, je veux dire, des Libyens prix Nobel, il n'y en a pas 50 000. Ils ne savent pas se servir de Pantsir. Je vous rappelle que les Pantsir, moi non plus d'ailleurs, mais les Pantsir, ce genre d'appareillage, c'est pas je me mets devant un écran et je fais joujou avec un joystick. Il te faut 18 mois de formation, il te faut de l'expérience. C'est compliqué. Va demander à des types qui sont derrière des radars ou derrière des sonars aussi, hein. Tu as les oreilles d'or, comme on dit dans les sous-marins. C'est un vrai métier, c'est compliqué, c'est complexe. Le GNA, donc, bah, il a montré ses muscles, hein, et puis, donc, résultat, repli. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on a un truc paradoxal, et je vais parler aussi de l'embargo maritime bidon, c'est que ceux qui soutenaient Haftar maintenant veulent un cessez-le-feu qu'on arrête immédiatement toute implication de toutes les parties en Libye. Et ils visent la Turquie, alors qu'ils ont passé leur temps, eux, en cachette, à livrer des armes à Haftar. Et c'est eux les responsables. Parce qu'en 2019, en mai, s'ils avaient voulu, la paix, elle y serait déjà. Mais leur but à eux, c'est pas qu'il y ait la paix, c'est d'entretenir le chaos au port de l'Algérie, au port de l'Europe. Parce que là, on a affaire au nouvel ordre mondial qui gère. Là, c'est pas Macron, c'est pas Big Pharma, c'est le nouvel ordre mondial qui veut détruire. Et là, c'est une vision, on va dire, on est dans le... Voilà, je fais pas d'eschatologie aujourd'hui, j'en fais plus. C'est bon, ça me saoule de faire de l'eschatologie, surtout que certains ne le méritent pas. Non, c'est juste pour te dire que là, on a une vision qui n'est pas politique, qui n'est pas stratégique, qui n'est pas... C'est même pas les puits de pétrole qui justifient ça. L'Égypte a dit, vous attaquez Sirte, on rentre. L'Égypte, c'est une grosse armée, hein, c'est pas non plus... C'est une grosse armée, alors là, je vais te dire un petit peu, parce que je suis allé voir quand même, hein. Non, non, mais c'est une grosse armée, c'est la deuxième ou troisième armée arabe. Moi, je mettrais l'armée algérienne en premier, parce que connaissant... Enfin, ayant des retours d'expérience, l'Égypte a beaucoup de matos, mais n'a pas forcément la qualité de troupes
de l'armée algérienne par exemple, ou de l'armée syrienne qui elle a beaucoup d'expérience. L'armée égyptienne, c'est simple, elle ne veut pas d'Erdogan, donc elle a dit nous on va rentrer. L'armée égyptienne, c'est 3000 blindés, lourds, 3000 blindés légers, c'est des Abrams, c'est des Rafales, c'est de l'artillerie, c'est... Et eux, ils ont juste à passer la frontière. Donc si eux, ils rentrent, c'est très facile, hein, ça va pas leur coûter un rond. Les Turcs, eux, s'ils s'impliquent, ils vont devoir ramener des troupes, ils les ramènent par mer. Les Turcs ont une meilleure flotte par mer. Ils ont une bonne flotte, il n'y a pas de souci. Ils ont une bonne flotte professionnelle, digne d'une... Je pense pas qu'ils tiennent l'armée française, je vais vous le dire honnêtement, mais ils ont une très très bonne flotte. L'armée égyptienne, elle ira pas se frotter, parce que l'armée égyptienne, c'est quoi? C'est 20 000 hommes, c'est 40 000 tonnes, hein. Voilà, c'est une frégate. C'est 5 frégates, excuse-moi, 6, 7, ouais, c'est 7 frégates. Des vieilles frégates. C'est des corvettes, c'est des patrouilleurs, c'est 8 sous-marins. En face, les Turcs, ils ont de la frégate de 1 et puis ils sont en train d'acheter des frères. C'est pour ça d'ailleurs que l'Égypte est en discussion avec Leonardo, je crois, au Fincantieri, les Italiens, pour acheter des frèmes italiennes et des avions là pour se renforcer. Mais enfin bon, ils ont une armée suffisamment puissante pour rentrer et tout dévaster. Ils ont l'avantage sur les Turcs. Donc là, on est à deux doigts d'une guerre entre la Turquie et l'Égypte. Égypte qui est soutenue par les Émirats arabes unis, par Macron, par tout un tas de gens qui ont participé au bordel. La Turquie, elle passe par mer, elle utilise des cargos, elle utilise. On a décrété un embargo, l'embargo, il ne se fait pas respecter. Les seuls cons qui essayent de le respecter, et je dis ça entre guillemets, c'est les Grecs. Ils n'ont pas compris qu'il fallait pas, fallait faire semblant. Donc, lorsqu'une frégate grecque, le Spezai, a voulu aller contrôler le cargo, le Sirkin, tu as deux frégates turques qui sont arrivées en lui disant: Oh, qu'est-ce que tu fais là? Non, non, mais on passe. On passe ou on dégomme. Les Grecs, eux, ils en demandaient pas moins. Tu sais quoi, tu veux me dégommer? Ils appellent et ils tombent sur l'amiral italien qui gère ça. Le problème de l'Italie, c'est qu'ils soutiennent le GNA officiellement, ils vendent des armes à l'Égypte. Enfin, c'est pas un problème, ils font leur géostratégie. C'est je m'en mêle pas, démerdez-vous. C'est à BHL de régler le problème et à Sarkozy, vous avez foutu le bordel. Donc à la limite, je trouve que c'est très très bien ce que fait l'Italie. C'est de la géopolitique, c'est de la réelle politique. Moi, je suis avec le GNA. Moi, j'envoie pas mes troupes. Moi, je me prends pas la tête. Quoi, les Égyptiens voulaient acheter de l'armement. Nous aussi, on en vend. Tenez, voilà, c'est tout. Ils ont raison. Donc l'amiral italien dit aux gars: Non, 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 vous avez pas compris. C'est un embargo bidon, hein. Hein, on est tous dans la merde, jusqu'au cou. Laisse-le passer. De toute façon, puis tu peux rien faire. C'est deux grosses frégates en face. Tu vas te faire défoncer la tête. Et après, ça va faire une guerre et on a la flemme. C'est l'été, il fait chaud. Parce que là, si tu vas te taper, c'est pas j'envoie trois avions contre la Turquie, c'est tu rentres en guerre. Et il va falloir, voilà, hein, il va falloir consommer de l'effort. Et personne n'a envie. Surtout qu'Erdogan, lui apparemment, c'est un show, quoi. Non, mais si, il n'hésite pas. Voilà, Erdogan qui, en plus, agit stratégiquement là, parce que, bon, bah, il va pouvoir s'installer, il va pouvoir installer une base américaine, il va pouvoir couper la ligne Grèce-Israël et ce projet de pipeline, là, qui passe gazier. Il y a tout un tas de choses, hein, qui se fait. Mais ce qu'il fait, il n'est pas fou. Quand je vois les mecs qui l'appellent Hitler ou machin, non, vous êtes cons, il joue les intérêts de son pays. J'aime pas comment il joue, mais il joue. Là, il joue logique. Est-ce qu'il aura le souffle? Non. Mais c'est un malin. C'est là où on arrive à Trump. Erdogan, il fait ce qu'il veut parce que Poutine est bloqué. Erdogan lui achète des trucs et Trump lui a dit: Vas-y, lâche-toi. Macron, c'est un con. Emmerde les Européens. Les Européens étaient pour Hillary Clinton. Je les emmerde, qu'ils se démerdent. Tiens, je vais enlever mes troupes d'Allemagne, je vais les mettre en Pologne. Les Polonais, ils sont plus gentils. Voilà, j'en enlève pas 9000, non, j'en enlève 25 000. Là, les Allemands, ils sont en train de pleurer. Les villes allemandes, ils pleurent, quoi. Je veux dire, ben, tu as plein de villes allemandes. J'ai été militaire en Allemagne qui vivent grâce aux villes. Parce que c'est des villes garnisons. Donc Erdogan, il fait ce qu'il veut en Libye. Macron, il est allé chialer après l'incident du Sirkin que je vais vous évoquer là. On lui a dit: Ouais, on va faire une enquête. Mais en fait, derrière, on a dit à Erdogan: Fais chier Macron, fais chier Macron, fais chier Merkel. On était une puissance géostratégique, on se retrouve à être des pigeons et on se fait emmerder par un type qui est une puissance régionale qui ne devrait pas avoir les moyens. Tout ça parce que voilà, parce que Macron, Sarkozy, Hollande, tous ces gens-là ont fait toujours les mauvais choix. Et on a défoncé un verrou important qui a amené des millions de réfugiés, qui a provoqué des drames, qui a détruit un pays. Ça fait 9 ans que la Libye est censée être en démocratie, que les gens regrettent Kadhafi, que tout le monde en a marre. Et même en Europe, si ça ne suffit pas, c'est parce que tout le monde reproche l'attitude de Sarkozy. Sarkozy qui agit pour le nouvel ordre mondial. C'était pas pour la France, c'était pour personne. C'est pour le nouvel ordre mondial. Comme d'ailleurs Erdogan, et il faut être honnête, il travaille pour l'OTAN, là, hein, que ce soit en Syrie ou que ce soit en Libye, mais il travaille pour ses intérêts. Lui, il a dit: Trump, il m'autorise, je vous emmerde tous. Vous n'êtes pas contents, on se tape.
Il envoie ses bateaux. Donc la frégate grecque, l'amiral italien, je reviens à l'histoire, il lui dit non, non, casse-toi. L'autre il dit, mais attends, ça sert à rien ce qu'on fait en fait. C'est du cinéma, ouais, ouais, c'est du cinéma pour faire croire aux quidam européens que nous faisons un truc, mais en fait, il n'y a pas d'Europe du tout de la défense, c'est pas le but de l'Europe. L'Europe, c'était un grand marché américain qu'on devait pluguer au marché américain. On était censé être des blancs bouseux qui achetaient des produits américains, qui les imitant avec 6 mois de retard. L'Europe de la défense, ça n'existe pas, c'est du pipeau. Et c'est là où moi je vais faire un truc que personne fait en vidéo, c'est je vais aller me chercher un café, je vais laisser un blanc et je vais même pas le couper au montage. J'arrive. C'est là où l'incident du Sirkin devient un incident. T'as vu un peu comme je suis revenu? Rapide, tranquille, et je re-rentre dans l'histoire. Je sais, ouais, non, non, on n'applaudit pas. On est trois dans le monde à pouvoir faire ça. Trois dans le monde. Des revues de presse comme ça. Voilà, non, non, mais je sais que tu es admiratif, mais bon. Revenons à l'incident du Sirkin. Quelques jours après, parce que le Sirkin, c'est une sorte de bus, hein, tu sais, pour les Marseillais, c'est le 72. Hein. Ah, Bougainville, Sainte-Marguerite, voilà, et tout. Quelques jours après, l'état-major français. Tu sais, les généraux, là, les 10 milliards de généraux, là, qui sont tous à l'OTAN, ils font tous les barbeaux et tout. Enfin, bref, on dirait une armée, j'allais dire africaine, non, je retire, excuse-moi. Non, sinon, on va m'insulter encore. On dirait une armée, voilà, on va le dire comme ça. Euh, Tu le sais, donc c'est un embargo bidon. Tu le sais qu'Erdogan, il veut s'embrouiller avec toi. Tu le sais que Trump, il t'aime pas. Tu le sais que t'as pas les cartes en main. Pourquoi t'envoies une frégate légère, le Courbet? C'est une frégate, c'est une frégate adolescente, tellement elle est fine. Tu l'envoies contrôler le Sirkin. Sur place, ce que ne vous disent pas, c'est que sur place, il y a des satellites, il y a des avions, il y a de tout, on sait ce qui se passe. On envoie un gringalet contrôler deux Turcs costauds, enfin un Turc civil costaud avec deux gros bras, c'est ça? Sachant qu'ils sont un peu furax, surtout si tu parles en français avec eux, ils sont encore plus furax. Pourquoi est-ce qu'on a envoyé le courbet? Et puis le contrôle, il se fait au près. Donc s'il y a embrouille, c'est un combat de surface. Combat de surface contre deux frégates turques lourdement armées, tu fais quoi? Tu envoies 600 marins par le fond. Alors pourquoi tu l'envoies s'humilier? C'est soit tu rentres dans une embrouille, soit tu rentres pas parce qu'elle t'intéresse pas parce que c'est une embrouille de merde. Mais pourquoi tu rentres dans une embrouille de merde alors que tu n'as pas les moyens de la gérer? C'est ce qui s'est passé. La frégate française a voulu contrôler le Sirkin, deux frégates turques se sont interposées, elles ont, et moi je crois plus les Français sur ce coup-là, elles ont illuminé à plusieurs reprises avec un radar de conduite de tir la frégate. En gros c'est simple, je prends mon fusil, j'enlève le cran de sécurité et je te vise. C'est ça illuminer. Normalement la réponse c'est je te tire des missiles. Le problème c'est que le Courbet, pas Julien, la frégate, est une frégate légère, elle n'a pas les moyens, elle demande l'autorisation, on lui dit barrez-vous. Et il vient de se faire humilier. Fallait pas les contrôler. Si tu vas contrôler, tu contrôles en masse et tu te laisses pas faire et les gars ils t'illuminent, tu tires. Heureusement que ça s'est pas fait. Ou alors, tu vas pas. Parce que tu sais en avance, c'est ce qu'a toujours fait la France. Tu rentres pas dans un piège à con. Là, tu as envoyé ton bateau dans un piège à con. Tu avais tout. Là, encore une fois, moi, si j'étais le type qui était en charge de les contrôler, je leur pose la question. Pourquoi vous êtes allé là sciemment? C'est de l'incompétence ou vous voulez nous humilier encore? Vous osez dire que Erdogan fout le bordel en Turquie alors que nous foutons le bordel pareil. C'est nous qui avons créé ce bordel au départ. C'est quand même gonflé, quoi. Il y a encore un an, on trouvait des missiles Javelin, missiles anti-char chez Haftar. Alors que normalement, il y a un embargo. Et on dit Erdogan, il ne respecte pas l'embargo. En fait, Erdogan, c'est celui qui a le plus de couilles dans l'affaire et le plus honnête parce que lui, il passe avec ses bateaux, il nous emmerde tous. Et il dit ouais, votre embargo, vous le mettez dans le fion. Et nous, on est là à jouer les. C'est quand même un comportement, je suis désolé, de petite salope. C'est tu livres des armes, tu as détruit un pays. Enfin bref, tu as fait tout ce qui était possible de faire. C'est une sorte de Covid, mais en géopolitique. Et en plus, tu vas accuser les autres, alors qu'ils se cachent moins que toi. Tu vois, parce que toi, tu es un petit pervers. Alors que lui, il fait les choses, voilà, honnêtement, en nous faisant un bras d'honneur. Et en plus, on rentre dans un conflit avec Erdogan qu'on ne peut pas gagner, parce qu'Erdogan, il a l'appui de Trump. Tu fais quoi? Tu lui déclares la guerre? Alors maintenant, j'ai aussi un message. Voilà ce qui s'est passé. Voilà comment on l'interprète le truc. On est dirigé par des incapables qui n'évitent aucun piège et qui les créent même les pièges. Il n'aurait pas fallu aller contrôler ou alors organiser un vrai embargo et impliquer tout le monde. Mais quand tu crées un embargo pour soi-disant faire en sorte que les Libyens ne connaissent pas d'interférence avec l'étranger, t'évites toi-même d'être une interférence.
putain de discours d'hypocrite. En plus, on n'a même pas les moyens de notre hypocrisie. Donc là, on est humilié. Alors que la réalité, alors, faut pas vous enflammer les gros bras turcs, hein. C'est une petite frégate furtive qui n'avait pas les moyens du combat. C'est une pirogue contre deux gros trucs, deux mastocs. Hein. Je te rappelle la bataille de l'Épante. En deuxième lieu, moi je trouve paradoxal que d'un côté, alors les beaufs d'OPEC te disent qu'il faut envoyer un missile nucléaire sur la Turquie. Non mais t'as quel âge pour dire ça, sérieux? T'as envie de voir une guerre nucléaire? T'as envie de voir des gens mourir? T'es un salaud. Et de l'autre côté, les gros bras turcs voulaient que vos compatriotes se battent contre les Égyptiens, les Français, les Algériens. Moi personnellement, j'ai envie que personne se batte. Je déplore l'incident. Je reconnais qu'Erdogan a des arguments pour être en Libye. En tout cas, il en a beaucoup plus que nous. Et j'essaye d'être honnête. Mais je sais pas, allez faire des guerres, vous allez voir ce que c'est que la mort, un environnement de guerre ou de semi-guerre ou un environnement même de. Allez même habiter des quartiers chauds. J'ai vu descendre à Marseille, il y a des quartiers ici. Tu vas juste essayer de tenir un petit peu. Je dis pas que c'est la guerre tous les jours, c'est pas vrai. Mais essaye d'y habiter un an et après, au lieu de jouer les guerriers, surtout que c'est pas toi qui vas faire la guerre. La guerre là, c'est pour le nouvel ordre mondial qui a encore détruit un verrou pour attaquer l'Europe. Vous avez pas compris ça? Tu veux que tes compatriotes d'un côté ou d'un autre meurent pour des connards? Moi, cet incident-là, moi, il m'a fait de la peine, ça m'a énervé. Et je l'interprète comment? On lui dit, hey, c'est qui? Putain, mais votre niveau d'analyse, c'est hey, on est plus fort parce qu'on a fait reculer un bateau. Non, mais tu n'arrives pas à voir le truc d'ensemble, le mouvement d'ensemble. De part et d'autre, c'est des petits bras de l'OTAN. Tu vois, c'est deux factions de l'OTAN qui se battent entre elles. Sachant qu'il y en a une, la faction Erdogan, qui ramène quand même quelque chose aux Turcs. Un semblant de nationalisme à la con. Faut le dire. Les nationalistes, vous êtes tous des cons, que vous soyez français ou turcs sur ce coup-là, ceux qui veulent une guerre. Parce que les vrais nationalistes qui aiment leur pays, ils évitent ce genre de piège aussi. C'est un piège à con, ça. Tu te bats pour qui, là? Qui c'est qui en profite à la fin? Non, ne me dis pas Israël, c'est pas vrai. Arrêtez aussi avec cette obsession d'Israël. En 2011, Sarkozy a permis aujourd'hui à la Turquie ou à la Russie de s'installer. Quel que soit le gagnant, ce ne sera pas nous, hein. En tout cas, les Italiens récupéreront leur dû, ce n'est que justice. Là, ils nous en veulent. Et ils ont raison. C'est eux qui chopent les migrants en premier. Les Turcs, bah, c'est simple, hein, ils auront un verrou, hein, ils vont dire à toute l'Afrique, venez, vous pouvez passer par là, vous allez direct en Europe. Ouais, voilà. Ils vont mettre des bases, il y a une base OTAN déjà qui se prépare. Les Russes veulent installer des bases, ils seront en Méditerranée occidentale. Et quand tu regardes la carte, je te dis, c'est pas très très loin de Marseille. Tu sais, les missiles croisières turcs, voilà, j'ai pas envie de me prendre un croissant un matin, quoi. Tout ça parce qu'Erdogan, il a fait une crise contre Macron. Non, mais rigole pas, c'est de la géopolitique. On parle sur le temps moyen, là. Il faut vraiment être une buse pour en arriver là. Ou alors, il faut travailler pour le nouvel ordre mondial de manière sournoise, en se faisant passer pour un président européen et en faisant croire qu'on lutte pour la démocratie et les révolutions colorées. Tazabi. Je suis désolé pour le Tazabi, mais il fallait que je le place quand même, hein. C'est vendredi, ça rime. Bref, voilà, est-ce que je t'ai tout dit? L'armée égyptienne? Bah écoute, c'est marrant parce que là, en fait, l'armée égyptienne, elle demande un ultimatum. On ne sait pas trop si elle va vraiment y aller ou pas. Elle a envoyé des avions au-dessus de Sirte, elle a envoyé des avions au-dessus de Misrata même, alors qu'il y a des frégates turques, pour tester un petit peu si elle leur tire dessus. Elle a décrété une no-fly zone au-dessus de Sirte, mais n'empêche que le GNA lui a dit, nous, on s'en fout, on continue à avancer. Puis là, il y a des combats à Sirte-Ouest, mais c'est des combats d'artillerie. Il n'y a ni drone ni avion. Donc je pense que les Égyptiens, enfin c'est dur d'interpréter. Est-ce qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout? Oui, mais ils n'ont pas envie d'y aller jusqu'au bout. Parce que c'est une guerre et il faut de l'argent. Alors derrière eux, il y a les Émiratis qui fourniront l'argent et puis je pense qu'il y a tous les faux culs de service, Macron, Poutine, tout ça qui seront là pour les aider. Mais ils savent que ça va être des Égyptiens qui vont mourir. Et voilà, on est en train de voir des surenchères. De surenchère en surenchère, on risque de se retrouver dans une guerre Turquie-Égypte. L'Égypte là a dit voilà, Sirte, Joufa, c'est la ligne rouge. Au-delà, on intervient militairement et sans se cacher. De l'autre côté, le GNA a dit on fait ce qu'on veut, on t'emmerde. Et Erdogan rigole en disant mais attends, c'est une déclaration de guerre ça? Mais il continue à avancer. Donc s'il continue à avancer, les Égyptiens vont avancer, puis voilà, et là c'est chacun va avancer, puis ils vont finir par se retrouver. Et si l'Égypte rentre, le GNA va pas tenir longtemps avec son armée de pacotille, donc les Turcs vont, comme ils se sont investis là, ils vont y aller en force. Les Égyptiens passeront par le sol. Je pense que l'Algérie va fermer ses frontières parce qu'elle, elle ne veut pas s'impliquer, mais je pense qu'elle fera des interventions de temps en temps, hein, vite fait, bien fait dans le sud. Bref, pour l'instant, ils travaillent avec leurs services. Et les Turcs passeront par le haut et ils vont organiser une ligne de bus. Donc ils seront beaucoup plus fragiles. Et par avion, ce sera beaucoup plus fragile de ramener du matériel et des hommes. Mais ils le feront aussi. Et résultat, on va avoir un embrasement aux portes de la Sicile, aux portes
de la Tunisie, au port de l'Algérie, au port de ce qui reste d'un peu de stable. Sachant qu'en dessous, il y a Barkhane aussi. Barkhane, tu sais, on gagne tous les jours, mais on est là depuis, hein. Tous les jours, on gagne, mais on est toujours là. Voilà, non, mais c'est bien, c'est bien. L'Égypte, c'est quand même 350 avions de chasse, du Sukhoi 35, du MiG-29, du Rafale, du Mirage 2000, avec des pilotes égyptiens. Entre autres, c'est pas bien ce que je dis, mais si, c'est 210 F-16 aussi. La Turquie, 200 F-16. L'Égypte a une grosse armée de terre, ça tombe bien, hein. Elle a la terre pour elle, ils ont juste à passer la frontière. Regardez, il arrive, il boit un thé là, et il passe là. Voilà. C'est 500 000 hommes d'un coup. Elle est réputée puissante, en tout cas en armée de terre. Elle a une aviation qui tiendra face à l'aviation turque. 450 avions de chasse en tout, pas 350. Si tu mets les Mirage 5, les Mirage 2000, très très bons avions. Les Rafales, il y en a que 24 des Rafales. Mais bon, ils veulent plus acheter parce qu'on est allé leur faire un cours des droits de l'homme. Ils ont dit, attends, tu me prends pour un con. Ouais, ouais, bravo Macron. Les Égyptiens sont en train de négocier avec les Italiens un marché de fous. Deux frames, 50 euros fighter, euh, un gros gros marché. Parce que Macron est allé faire la leçon de démocratie à Sisi. Sisi lui a dit, tu me parles de démocratie, toi, espèce de faux derche. Eh ben, je vais acheter aux Italiens, je t'achète pas des frames à toi. Voilà, voilà comment on perd des marchés. Tous les jours, ces gens-là nous humilient et détruisent la France depuis Sarkozy. Tous les jours, tous les jours. Sarkozy, Hollande, Macron et tous ceux qui sont dans leur gouvernement, tous les jours. Tu perds des contrats, tu perds des usines, tu perds des machins, tu perds du prestige. On est en train de passer pour un con. L'histoire que je vous dis là, c'est des milliards, c'est une dizaine de milliards de perdus. Alors qu'ils allaient acheter à la France. Les Italiens ils disent rien, ils sont bien avec le GNA, ils sont bien avec la Turquie, ils sont bien avec l'Égypte, ils sont bien avec tout le monde et ils vendent. Voilà, qui est le plus intelligent. Et nous, on est là. Ah, ça m'énerve. J'ai envie de dire des gros mots, mais je peux pas. L'incident du Sirkin, c'est surtout révélateur de l'absence d'une Europe politique, euh, d'une absence tout court d'Europe, et de poser la question à nos gouvernements comment on en est arrivé là. Et encore une fois, est-ce qu'on va faire une commission et puis les gars ils vont rester? Non, mais c'est gravissime quand même. On détruit des pays, ça ne nous sert pas. Déjà, détruire des pays, c'est être un gros barbare. On les détruit pour les autres, ça ne nous sert pas. Et à la fin, on passe nous pour les cons et on est les seuls cons dans l'affaire. On a installé, voilà, on a installé l'Iran en Syrie, on a installé l'Iran en Irak, on a installé la Turquie ou la Russie en Libye, on installe les djihadistes en Afrique. Volontairement ou involontairement, moi je pense qu'il y a des deux, hein. Alors, comme je disais dans une vidéo sur Patreon, il y a encore 30 ans, ça serait réglé d'une autre manière. On ne serait pas tombé dans ce piège à con. Et s'il y avait eu un traquenard turc, De Gaulle, il aurait envoyé un sous-marin discret, on aurait envoyé les services secrets, on aurait coulé deux trois bateaux turcs dans un port en Europe, on aurait fait passer le message et ça serait réglé comme ça. On ne serait pas allé chialer à l'OTAN, tout ça. Là, non, en plus, on va chialer à l'OTAN et on nous humilie. La question, c'est, parce que c'est pas le seul théâtre d'opération, la question, c'est jusqu'où ces théâtres d'opération-là vont rentrer en symbiose. Pour l'instant, si tu veux, on est en train de voir, tu démarres de l'est de la Turquie, tu peux descendre jusqu'au golfe de Guinée, c'est le bordel. Hein, c'est des virgules comme ça, avec des doubles virgules. Mais il n'y a pas encore la connexion qui se fait. Là, on a vu une petite connexion Boko Haram-Barkhane, maintenant Barkhane-la Libye. La Libye, ça peut aller à... Ben écoute, ça va pas aller loin, ça va aller jusqu'à Gaza et ça va aller jusqu'à la Cisjordanie. À l'heure où je te parle, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, toute cette zone-là, tu vois, où il n'y a que des gens marrons, c'est une guerre. On est à deux doigts d'une guerre entre la Turquie et l'Égypte en Libye. En Syrie, c'est la Turquie contre la Syrie et la Russie et l'Iran. Et encore, ça c'est à Idlib. Dans le nord, la Turquie, c'est contre les YPG et la Syrie. À l'est, c'est la Syrie contre les USA. À El Tanf. Et dans l'est. Puisque les USA sont là-bas. 4 ans pour enlever des troupes. Non, il arrive à enlever des troupes en Allemagne, mais il n'arrive pas à enlever ses troupes de Al Tanf en Syrie. Mais il paraît qu'il va enlever ses troupes et qu'il n'a jamais déclenché de guerre. Ouais, il ne peut pas déclencher les guerres, Trump, parce qu'il faut l'avis du Congrès. Pour ceux qui ont trouvé l'ultime raison pour me dire que Trump et sa politique étrangère, en fait, il la respecte. Non, il ne respecte rien du tout. Il, Bref, dans le Golfe, c'est USA contre Iran. Au Yémen, c'est les Houthis contre les Séouds et contre MBZ. En Libye, c'est la Turquie contre la France, la Turquie contre l'Égypte, la Turquie contre les Émirats, la Turquie contre la Russie. Dans le nord de l'Irak, c'est la Turquie contre le PKK. Là, en Cisjordanie, ça va être Netanyahou contre le reste du monde. On va en parler. En Irak, c'est les Irakiens contre les USA. Ils veulent les chasser, ils veulent pas.
Au Liban et à Gaza, c'est les Libanais et les Gazaouis contre Israël. Qui a face à lui le Hezbollah, le Hamas. Il y a que des contres. Hein. Ah, j'ai oublié un tête d'opération à Dijon aussi. Ouais, c'est devenu le Moyen-Orient, Dijon. C'est le Caucase. Hein, à Dijon, non, je rigole. Ça va péter, mais d'où? Je te mets pas de carte. Ben non, c'est pas la peine parce que t'es grand, tu sais où sont ces zones. Je préfère te laisser cette superbe carte avec ses bandeaux. La question c'est quel est le foyer qui va mettre le feu aux poudres là? On n'a jamais vu autant de foyers. Chaud là, hein, c'est pas une guerre basse intensité, c'est zombie, ouais. Les mecs qui s'envoient des missiles. Basse intensité, mon cul. Tu vas te prendre un missile de 5 mètres sur la Jeep, tu vas voir la basse intensité. Alors moi j'ai une piste, hein, toujours. Hein. Encore une fois, merci les Israéliens de permettre au reste du monde de faire l'unanimité. Netanyahou, lui, il a décidé, il s'est dit Trump, il est peut-être pas réélu là avec ses histoires de statut, de Colbert, de tout ça. Hein. Peut-être que Adama Traoré, il va empêcher Trump d'être réélu. Hein. C'est de l'humour, t'enflamme pas. On va accélérer un petit peu le plan bidon qu'a fait son gendre. Et on va envahir la Cisjordanie. Mais t'as même Finkielkraut qui dit c'est pas une bonne idée. Donc là, Netanyahou, normalement au 1er juillet, il va rentrer en Cisjordanie, il va occuper les terres palestiniennes. Il a déclaré qu'il voulait pas d'un État palestinien, qu'il allait récupérer les terres qui l'intéressaient. Je te la fais rapide. Même en Israël, il y a une forte opposition. Dans le monde, je t'en parle pas. Beaucoup de feux disant mais attends, mais là, voilà. Je pense que c'est l'étincelle partira de là, comme d'habitude. Toujours le côté biblique du truc. Il y aura une réaction du Hamas, de l'autorité palestinienne, et il se peut même qu'il y ait une guerre sur 3 fronts, parce qu'avec le Hezbollah, c'est en train de se réchauffer, pas dans le bon sens, et les Iraniens en profiteront. Et de là, l'embrasement. Et ensuite, ça va se battre de partout. Et on ne reconnaîtra pas ces petits. Il y aura de l'OTAN. La Turquie, là, tu verras qu'elle sera dans l'OTAN. Enfin, elle sera. Il y aura un risque d'embrasement. C'est ça, moi, que j'analyse. C'est pas, il faut envoyer un missile nucléaire sur Istanbul. Il faut vraiment être con pour sortir des conneries pareilles. Non, mais franchement. Mais enfin, bon, de toute façon. Non, mais tu dis des trucs, des fois. Ou alors, ouais, nos bateaux, c'est les meilleurs. Mais ta gueule. Sérieux, les gars, si tu te pignoles en regardant l'armée de ton pays, voilà, c'est que quelque part, t'es une petite bite. T'es un méga beauf quand même. Je veux dire. Moi, j'aime les armes. J'aime les armes, j'aime les armées, j'aime les batailles historiques. Mais je suis pas un pamoison. Tu sais, à la limite, voilà, tu mates une jolie fille, c'est mieux que de mater un char quand même. Et là, vous en êtes là, ouais, mon président, et vous êtes tous en train de vous pignoler. Vous avez 14 ans, les gars. Je vous rappelle que s'il y a une guerre mondiale, semi-mondiale ou même européenne, ton niveau de vie, tu l'as plus, t'as plus rien. T'as papa qui est mort, Pépé qui est mort, t'es en train de chialer, il y a Mad Max dans les rues. C'est ça que tu veux, c'est ça la guerre. T'es même pas allé chasser en forêt, tu sais, va chasser Bambi en forêt, déjà tu vas te mettre à chialer, qu'est-ce que tu veux, me parle de guerre. Et vous êtes là à dire, ouais, super, nos bateaux, ils ont fait peur au Julien Courbet. Ou alors, de l'autre côté, il faut lancer un missile. Pourquoi ils n'ont pas lancé? Ils n'ont pas lancé parce qu'ils sont pas cons, les marins, ils ont gardé leur sang-froid. Ils se sont fait mettre en joue plusieurs fois, ils ont gardé leur sang-froid. C'est ça le truc. Faites le lien avec ce que fait Trump en ce moment. Trump se fait emmerder par les démocrates pour des histoires qui ne le concernent pas, c'est des histoires municipales. Il n'y a aucun pouvoir là-dessus. C'est des histoires municipales, il se fait emmerder par les démocrates. Eh ben, il dit à Erdogan, fout le bordel en Europe, emmerde les Européens, c'est les amis des démocrates. Et là, d'un coup, on a des discussions. Moi, je te dis que depuis un certain temps, il y a des discussions. Alors, contrairement au réseau Voltaire qui pense qu'il y a une alliance, mais bon, entre les USA et l'Iran, moi je dirais qu'il y a une entente sur certaines choses. Et Trump, là, il est en train de faire de l'anti-Europe, il est en train de réagir. Il a joué Erdogan contre l'Europe, Erdogan contre le Congrès américain. Il s'est entendu avec l'Iran. Les Iraniens qui envoient 5 bateaux au Venezuela, c'est une entente. Ça ne veut pas dire que l'Iran s'entend avec les USA. C'est juste que Trump est en train de rediscuter avec les Iraniens en leur disant les gars, finalement, j'ai fait une connerie en janvier, on va discuter. Moi, il y a le Congrès qui m'emmerde. Vous, moi, j'ai vos sous, on peut s'arranger. Là, on vient de le voir coup sur coup, plus ou moins, je dirais pas reconnaître le gouvernement Maduro, mais plus ou moins de virer Guaido et de calmer le jeu en laissant l'opposition de droite vénézuélienne discuter avec Maduro encore une fois, de faire des déclarations plus ou moins apaisantes. Pour la Syrie, il vient de déclarer que le départ de Bachar al-Assad, finalement, c'était pas si important que ça. Même si sur le terrain, il n'enlève rien, il va laisser ses troupes. Donc arrêtez de me dire aussi qu'il sort ses troupes. Il les laisse là-bas parce qu'elles piquent du pétrole là-bas et elles emmerdent les Russes. C'est ça la réalité. Mais Trump, là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment réagit Trump. Faut l'ajouter à cette équation libyenne, faut l'ajouter à cette équation de 7 têtes d'opération.
7, oui, parce que la Turquie vient de rentrer dans le nord de l'Irak pour combattre le PKK, mais là, encore une fois, c'est son droit de poursuite. Les Irakiens font les mecs énervés, mais ça les dérange pas en vrai. Ça les arrange. Je vous rappelle que cette zone est sous la main d'un Kurdistan autonome qui fait du trafic. Et alors que c'est à l'Irak quand même, hein. C'est comme si on coupait la moitié, un tiers de la France et on disait bon là ça appartient aux ch'tis, c'est un gouvernement autonome. Quant à la Turquie, c'est une opération, c'est la première du genre parce que là ils font rentrer des troupes, hein. Là c'est une opération qui est plus qu'une opération de poursuite. C'est une opération où ils ont fait rentrer des troupes, ils ont bombardé pas mal avant, d'abord avec l'aviation, après l'artillerie, et ils sont vers les montagnes de Kandil, vers Sinjar, vers Zap, Avazin, si tu connais le coin. Moi je connais bien, non je rigole. À Kourk. Les Irakiens jouent les contrariens en disant ah bah si c'est comme ça on va acheter des S-400, hein. Ouais mais ils s'en foutent. Non mais ça les arrange que les Turcs rentrent et s'en prennent au PKK puisque voilà. Vaut mieux affaiblir les Kurdes. Je te donne la vision irakienne, hein, moi perso, je m'en fous, j'habite pas dans le coin. Vous démerdez entre voisins. Le Moyen-Orient, vous faites chier, hein. Non mais si, hein. Vous vous faites toujours embrouiller, hein. Et ce dont on parle là, il y a un siècle et demi, on l'appelait le Grand Jeu. Alors le Grand Jeu, à la base, c'est l'Afghanistan, mais c'est devenu le Moyen-Orient. C'est les Anglais qui jouaient. Laurence d'Arabie, c'est le Grand Jeu. Viens, viens, on va te libérer. Voilà. Les premières révolutions colorées, c'est Laurence d'Arabie, c'est anglais. C'était pour emmerder les Turcs. Voilà. Il s'est servi de la population arabe. Bon, après qu'il légitimement demandait son indépendance aussi. Un siècle après, on se retrouve avec Misrata qui a une alliance turque et les Turcs qui reviennent dans leur ancien protectorat en disant eh, c'était à nous avant et les Arabes ils nous ont virés. Non, ils étaient indépendants. Hein, bon, tu connais l'histoire. C'est marrant, hein, on n'en est pas sorti du grand jeu. Donc pourquoi ne pas aller déjà, pour ceux qui s'intéressent à ça, ne pas faire des analyses un peu plus intelligentes que hey, on va se tirer dessus à coups de missile et aller voir le rôle de Trump, la géopolitique, pourquoi Trump il agit comme ça, les connexions Venezuela, Moyen-Orient, Trump, Europe, élections, même George Floyd, je veux dire, il est dans l'équation, et voir finalement, voilà, tout est lié à des degrés divers. Et donc remonter jusqu'au grand jeu anglais. Et là, tu as les règles et tu vois ce qui se fait là et tu changes juste les noms. Tu as toujours les mêmes mécanismes, les mêmes embrouilles. Voilà, Haftar, il est digne d'un Tintin chez les Picaros aussi, par exemple. Gaza, ça partira de là si je devais faire un pronostic. Surtout que là, Netanyahou, il est à fond, hein. Il s'est dit, attends, on va en profiter. Ça se trouve, il va pas être réélu, Trump. En même temps, s'il y a une guerre là et que Trump la gagne, ça va être le sauveur, hein. Il n'aura plus besoin de réélection. S'il y a une guerre qui se déclenche là et que c'est Trump qui mène les troupes occidentales face aux barbares et à une alliance chiito-russe et qui gagne, je sais pas, au nord de l'Allemagne par exemple, hein, puisque la guerre, inéluctablement, s'ils se battent en bas, ils se battront en haut. Je veux dire, ils vont pas se mettre des coups de pied et pas se mettre des coups de poing. Hein, t'as vu l'image? T'as vu comme c'est puissant? Je te dis, on est trois dans le monde à faire des vidéos comme ça. Là, à l'heure où je te parle, en plus, je suis tranquille, quoi. Je suis bien, là, il fait... Vous avez chaud chez vous? Nous, ça va. Je pense avoir tout dit en matière d'analyse, hein. Pareil, je vais pas te faire le récapitulatif. Je t'ai dit que les Égyptiens, ils avaient quand même une bonne petite armée. En tout cas, lorsqu'on regarde le matos, après, il faut voir au combat, hein. Ils ont assuré oui, le 23 juin, ils ont assuré des reconnaissances par avion au-dessus de Sirte et de Misrata. Et malgré les frégates turques, il n'y a rien eu. Les frégates turques n'ont pas tiré. Il a installé Erdogan et ce malin des frégates anti-aériennes dans le coin, mais c'était surtout pour les drones d'Haftar et les avions d'Haftar. Haftar a reçu quelques MiG-29, hein. Alors les Russes, ils sont un peu radins, hein. Non, mais il a reçu des vieux MiG-29 bidons, quoi. Bah, ça va pas suffire. Je t'ai dit aussi qu'il y avait des, je te le dirai une autre fois. Je regarde un petit peu mes notes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas? Sirte est un verrou important sur la route de la côte et des installations pétrolières. Ouais, je te l'ai dit. Action occulte. Voilà, voilà. Donc je te fais une petite revue de presse, vite fait, bien fait. Mais ah, ça manque d'analyse, les gars, sur YouTube, sérieux. Après, il a plagié. Et tu veux que je plagie qui? Les mecs, ils... Non, mais c'est vrai, ça manque d'analyse. Franchement, encore une fois, je suis un peu, je suis un peu déçu. Parce que là, c'est une analyse sur le court terme, même si j'ai fait des liens avec le moyen terme, long terme. J'ai plus élargi à la limite spatialement parlant l'analyse en allant jusqu'aux USA. Mais j'ai du mal à comprendre, encore une fois, qu'on ne tire pas tout un tas d'enseignements de tout ça et que là, on va droit à la catastrophe. En tant qu'être, en tant que peuple, en tant que nationaliste ou patriote, si tu veux, c'est-à-dire chacun voulant la stabilité. Ben oui, mais tu sais, un patriote d'un pays il préfère discuter avec un patriote d'un autre pays parce qu'il sait qu'il va y avoir des relations rationnelles.
des liens, voilà, il y a quelque chose. Déjà, chacun a envie qu'il y ait une stabilité, un épanouissement des peuples. Après, il y a des guerres de temps en temps, effectivement, mais au moins tu sais que, voilà, tout le monde a intérêt à ce que la Libye connaisse un gouvernement d'unité nationale et que tu puisses avoir un interlocuteur valide. Tous les pays autour ont besoin d'un interlocuteur valide, surtout qui ramène le calme dans la maison. Tu es dans un lotissement, tu as une famille de tarés, ils se battent tout le temps, tu as des gens qui arrivent de part et d'autre, tu as des gens qui arrivent d'autres quartiers, et c'est toujours la guerre dans la maison, et toi tu es à côté, et tu as tes murs à côté des leurs. Ouais, tu flippes. Demande aux Égyptiens, aux Tchadiens, aux gens du Niger. Je sais jamais si on doit dire Nigérien ou Nigérian. C'est pour ça que je dis les gens du Niger. Aux Soudanais, aux Tunisiens, aux Algériens. Tout le monde a peur que ça s'embrasse. T'imagines les Tunisiens, ils s'énervent, ils rentrent en Libye. À coup de nana, tu sais. À coup de nana, ils te jettent du thé. C'est le chimique. Thé au nana. Voilà. T'imagines? Ou les Algériens à coup de. À coup, à coup de bouchemar et tout. Non, mais je reste, moi, et je vais finir là-dessus, hein. Parce que là, je suis en train de faire tirer. Je reste quand même dubitatif de ne pas voir qu'en Europe, il n'y a personne qui demande des comptes à ces gouvernements qui détruisent l'Europe, là. L'Europe avait plusieurs verrous, comme je te l'ai dit au début. Les gars ont détruit des verrous au nom de quoi? C'est même pas au nom de la démocratie, c'est du foutage de gueule. Est-ce que tu crois? Mais Bernard-Henri Lévy, il en a rien à branler de la démocratie des peuples. Tant qu'il a ses 20 minutes de télé, il a fait son petit boulot. Edom, le Machia, tout ça, c'est ce qu'il a fait. C'est ça le truc. Je te propose une hypothèse, comme on dirait scientifique, politique, qui explique tout. Et qui est réfutable en plus. Comme je t'ai dit tout à l'heure, regarde Haftar, regarde Guaido tout à l'heure, je ne faisais pas le malin. C'est juste pour te dire, regarde, tu émets une hypothèse, elle explique tout un tas de zones d'ombre, et tu la testes sur le temps, et tu te dis, bah écoute, normalement, si j'ai bon, Haftar, il va gicler. Si j'ai bon, Guaido, il gicle. Et quelques mois après, Guaido, il gicle. Tu te dis, quoi? Hein, vous avez vu, je vous l'ai dit. Non, c'est pas que je suis fort, c'est que l'hypothèse, elle semble être bonne. C'est l'hypothèse qui est intéressante, c'est pas moi. C'est cette hypothèse qu'il faut poursuivre ensuite, puisqu'elle semble être bonne. C'est comme ça que marche la science, hein. Il met une hypothèse qui explique tout un tas de zones d'ombre et tout, qui s'appuie sur les restes de l'hypothèse d'avant, qui corrige des trucs et tout, mais elle explique beaucoup mieux, elle est beaucoup plus pertinente, elle est testée dans le temps, et elle doit prédire des choses. Si ça se passe, j'ai bon, si ça se passe pas, j'ai pas bon. Normalement, là, on devrait observer un truc comme ça. Et c'est ça le truc que j'arrive pas à comprendre, c'est comment nous on peut en tirer des enseignements de tout ça et qu'on n'arrive pas à voir. Voilà, c'est tout. Parce que ici, si on n'a pas de temps à perdre à parler des coups fourrés des années 60, de John Kennedy, de la Lune, de tout ça, au lieu de vous faire chier à nous parler. Ouais, faites ce que vous voulez, mais au lieu de perdre votre temps, on n'est pas monté sur la Lune, on est monté sur la Lune. C'est maintenant que ça se passe, les complots. Et c'est toujours les mêmes. Et si tu t'aides de l'histoire de la politique et voilà, et tu trouves une clé de décryptage ou plusieurs clés de décryptage et tu es dynamique, hein, tu as une pensée dynamique sur le temps. Là, voilà, quand Trump discrètement discute avec Maduro, discrètement dit Bachar peut rester, de toute façon les Russes seront en Syrie, il répond au Congrès américain qui essaye par tous les moyens, les démocrates, hein, qui sont des fachos, de le sortir du jeu et qu'il ne soit pas réélu pour nous installer le John Bidet, là, Joe Bidet, ou nous ramener la femme à Obama, apparemment. Hein, c'est une version qui semble tenir la route d'un coup, parce que John Bidet, à un moment donné, il va avoir une crise cardiaque. Voilà, on lit ça avec l'Iran. Thierry Messan, qui depuis un an veut nous faire croire que l'Iran et les Américains sont potes et qu'ils ont des ententes secrètes, alors que non. Alors qu'ils ont un accord secret, alors que non, ils ont des ententes sur des petits trucs tactiques. Trump a failli remettre ça en cause, mais il a réussi à reprendre langue. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. De toute façon, Thierry Messan, depuis 2012, il est toujours à côté de la bonne version, mais tu sais, toujours de manière éraillée. Tu sais, il chante toujours de manière éraillée. Et puis, bon, j'ai l'impression que son visa, comme il n'arrive pas d'Iran, ça le rend assez grincheux, parce que dire que les Iraniens ont une entente avec les Américains, alors écoute, ta version, moi je veux bien l'accepter. Je ne suis pas en train d'attaquer Thierry Messan, la personne, ou son site, ou machin, je ne suis pas journaliste. Il a beaucoup plus de métier que moi. Je suis en train de critiquer une position à Thierry Messan. Non, mais qu'on se comprenne aussi, hein. Ça m'intéresse pas de me prendre la tête avec Thierry Messan, il ne calcule pas le mec. Voilà. C'est juste que Thierry Messan qui dit qu'il y a un accord entre l'Iran et les USA, ben, si c'est vrai, à un moment donné, les Iraniens, ils devraient récupérer leur argent. Il devrait y avoir des assouplissements. C'est pas ce qu'on voit. La seule chose qu'on peut voir, c'est de temps en temps, les Iraniens jouent leur coup. Ils ont des moyens de rétorsion, et notamment dans le Golfe, d'attaquer des bateaux, de foutre le bordel. Trump n'a pas besoin de ça, parce qu'il veut se faire réélire. Et les Iraniens la jouent fine. Alors voilà, tu vois, les bateaux vénézuéliens, ils sont allés au Venezuela. Deux possibilités. Soit ils ont dit à Trump, laisse-nous passer, nous on t'emmerde pas sur un autre truc.
Et Trump, il a dû se dire, bon, voilà, c'est des alliances tactiques du moment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas ennemis. Il a dû se dire, bon, écoute, je ne vais pas me prendre la tête avec ça, on va les laisser passer. Moi, j'ai autre chose à foutre. Surtout qu'avec Maduro, j'ai pas envie d'emmerder Maduro. Ça peut aussi indiquer qu'il a envie que ça s'arrange. Ça ne veut pas dire qu'il y a un accord. Parce que s'il y avait un accord avec l'Iran, il n'y aurait pas des sanctions. Alors même si les sanctions, c'est le Congrès qui les ordonne, je veux dire, le président, voilà, il y a tout un tas. Si la version Thierry Messin, à savoir un accord secret entre l'Iran et Trump, est vrai, ce qui reste vraiment à démontrer, moi j'aimerais qu'il y ait une réfutabilité. Alors annonce-nous des trucs à l'avance qui doivent se faire ou pas se faire, qu'on puisse juger de la version. Moi je pense que s'il y a des ententes, il y en a forcément sur le terrain, de coordination et autres. Voilà. S'il y a des ententes, elles sont juste tactiques. Trump en ce moment, voilà, il peut peut-être s'appuyer pour calmer le jeu à l'extérieur et s'occuper de l'intérieur. Il peut s'appuyer sur des petites tactiques comme ça. Voilà. Bon ben, apparemment, il dit, peut-être que en tout cas, il déclare que la Syrie, voilà, Bachar n'est pas obligé de partir. Les Iraniens, il les laisse passer, mais voilà, ça suffit pas. Il y a 6 mois, vous disiez qu'il avait une entente avec le gouvernement iranien pour tuer le général Soleimani, qui serait pas mort. Il serait avec Elvis Presley sur Mars, et ils auraient une super entente. Depuis, ça s'est aggravé, ils ont perdu l'Irak, les USA. Mais ils partent toujours pas, d'ailleurs. Alors qu'il pourrait signer un décret, faire partir les boys là-bas, non, il ne fait pas. Voilà, bon, écoutez les amis, je ne vais pas vous faire 3 heures. Voilà, on a fait 1 heure. Je la pose, je vais la poser là, tiens, cette vidéo. Et puis je vais poursuivre le montage sur Patreon. Un long montage qui dure. Une vidéo d'1 heure et demie, j'en suis à 15 heures de montage. Et puis à bientôt. Et puis live mercredi prochain, donc c'est début juillet, c'est ça. Attends, on est le 26, on est vendredi, 27, 28, 29, 30, 31. Non, 1. C'est le 1er juillet, mercredi 1er juillet, normalement à 21 heures ou alentour. J'aurai le plaisir d'avoir Pascal Trefingui une nouvelle fois. Un live tranquille, paisible. À bientôt.